Salut les amis, aujourd'hui je reçois Rémi Larousse. Rémi est l'un des meilleurs mentalistes de France, il est lauréat du Mandrake d'Or qui récompense chaque année les meilleurs illusionnistes. Vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà vu à la télévision, à l'Olympia ou sur d'autres grandes scènes. Alors j'avais très envie d'avoir cet échange avec Rémi, évidemment pour tenter de percer les mystères de son art, mais aussi pour comprendre comment un brillant diplômé de Sciences Po était parvenu à quitter un confortable job de consultant pour la carrière bien plus aléatoire d'illusionniste. Dans cet épisode, vous découvrirez pourquoi le secret des mentalistes, c'est pas les trucs qu'ils utilisent, comment on trouve l'inspiration pour créer de nouveaux tours, quelle est la méthode de créativité que Rémi utilise pour se réinventer en permanence, comment on parvient efficacement à détourner l'attention de son public, s'il est possible d'inoculer des pensées à son interlocuteur, et puis les conseils de Rémi pour vivre une vie plus accomplie comme lui-même est, je crois, parvenu à le faire. Enfin, si vous aimez Sabre au clair et que vous n'êtes toujours pas abonné à ce podcast, cliquez maintenant sur le bouton s'abonner de votre plateforme d'écoute afin d'être certain de ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une bonne écoute et n'oubliez pas de mener votre vie sabre au clair. Bonjour Rémi, bienvenue sur le podcast de Sabre au clair. Bonjour. Écoute, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Quand j'ai regardé pour la première fois ton profil, il y a forcément une question qui m'est arrivée comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, dans sa tête en 2014 ? Pourquoi d'un seul coup, tu as troqué ton costume de consultant brillant, diplômé de Sciences Po, pour le costume probablement moins commun de mentaliste, d'illusionniste ? Alors je sais pas si je les ai changés. Je sais pas si j'ai choisi un costume plutôt qu'un autre. Je dirais que je les ai combinés, peut-être. Mais il faut remonter. Je sais pas combien de temps j'ai pour répondre à la question, mais il faut remonter dans le temps si tu veux avoir Vas-y, prends ton temps, prends ton temps. En fait, moi, depuis tout petit, et c'est vraiment une passion d'enfance, il y a certaines disciplines du spectacle qui m'ont passionné. Et au début, à l'âge de 7-8 ans, j'étais passionné par les spectacles de marionnettes. Et j'aimais voir les spectacles de marionnettes depuis l'avant. Et souvent, c'était des spectacles dans ma région, dans mon village, le mercredi. Et je demandais à ma mère de m'amener à la deuxième séance avec ma sœur. Et je regardais le spectacle depuis le côté, parce que souvent c'était des camions qui étaient adaptés en castelet, parce que je voulais voir ce qui était caché, ce qui était dans les coulisses. Et après, j'ai été passionné par le cirque, et au cirque, c'était les magiciens qui m'impressionnaient le plus. Et j'ai commencé en fait avec des boîtes de magie que j'ai reçues à Noël par exemple, à pratiquer en fait cet art qui est l'illusionnisme. Donc des tours très simples avec des cartes, des pièces, des petits coquetiers, vraiment des choses très simples. Et petit, j'ai continué un peu cette passion, et à l'âge de 12 ans, dans un des villages de ma région, j'ai assisté à un spectacle de magie et j'ai un peu pris mon courage à deux mains. Je suis allé voir le magicien à la fin quand il rangeait son matériel, et c'est devenu mon premier mentor. Il s'appelait Francis Marianne, et c'est lui vraiment qui m'a fait passer une marche. Je suis passé des tours de magie, des boîtes de magie, à des tours réalisés par des artistes qui faisaient ça en spectacle. Et il m'a fait découvrir le mentalisme parce que j'avais un petit bagage sur les tours de cartes, les tours d'adresse. Et puis, dans un de ses spectacles, il a fait à un moment donné, au milieu du programme, un tour de mentalisme. Et ça m'a complètement mystifié parce que j'avais pas du tout les clés pour comprendre cet univers-là, et c'est autour de ces années-là que j'ai commencé à m'intéresser au mentalisme, et j'ai fait des spectacles dès que je pouvais, dans des kermesses, dans des maisons de retraite, dans des fêtes d'école. Donc j'avais 13, 14, c'était l'adolescence. Et puis je me suis posé la question, je me suis dit à 18 ans après le bac, est-ce qu'il faut que je devienne comme mes héros, ceux qui font du cirque ou les magiciens. Et à tous les magiciens à qui je posais la question, ils me répondaient écoute, si t'es pas mauvais à l'école, continue tes études parce que tu auras besoin de d'autres compétences pour réussir à en faire un métier. Et je me suis dit ok, j'aimais bien tout ce qui était histoire, littérature, philo, donc j'ai préparé Sciences Po. Je suis rentré à Sciences Po sur Paris, et j'ai continué à faire des spectacles en parallèle. Et puis après Sciences Po, il a fallu à nouveau se poser la question, et je me suis dit,
j'avais eu un intérêt pour l'innovation et la créativité. Et ça remonte à mes années quand j'ai étudié à Boston dans le cursus de Sciences Po. Je me suis intéressé à l'innovation, la manière dont les idées se développaient, parce que j'avais aussi dans la tête de me dire il faut inventer peut-être de nouvelles expériences de mentalisme, de nouveaux tours de magie, et aussi parce que mon papa, qui avait une petite entreprise textile dans le sud-ouest de la France, était confronté dans les années 90, donc pendant mon adolescence, à une concurrence qui venait complètement bouleverser son métier. Donc de temps en temps, sur le canapé, je voyais un livre sur comment avoir de nouvelles idées. Et je voyais ce livre, je me disais, mais c'est possible, on peut, ça peut s'apprendre, il y a une méthode. Et ça m'a toujours, cette passion pour les idées, pour l'innovation, ça m'a toujours travaillé. Et donc après Sciences Po, je suis devenu consultant en innovation parce que je voulais voir ce que c'était en entreprise d'innover, d'inventer de nouvelles choses. Et en parallèle, j'ai jamais lâché mon hobby, mon intérêt sur la magie. J'ai continué à faire des spectacles. Et puis, c'est des clients, c'est des collègues qui m'ont dit, mais c'est amusant tes deux passions parce que tu as des fois des ponts que tu peux faire. L'innovation, c'est un changement de perception. Quand on est créatif, on voit différemment ce qui est sous nos yeux. Un peu comme le magicien ou le mentaliste. Et c'est ça qui, finalement, m'a donné l'idée de combiner l'ensemble. Et aujourd'hui, en fait, je fais trois choses. Je fais des spectacles au théâtre de mentalisme et d'illusionnisme qui sont scénarisés. Ça, c'est 30% de mon temps, de mon activité. Et j'ai toute une partie où je travaille en entreprise et où j'accompagne en fait des équipes sur le thème de l'innovation, de la prise de décision, et où je vais utiliser cette passion de mentaliste et d'illusionnisme pour faire ces parallèles entre ces deux mondes et en tirer des conclusions. Et il y a eu un moment en 2014 où je travaillais comme consultant dans des cabinets de conseil. Il a fallu que je bascule et que je crée ma propre entreprise pour pouvoir mener ces trois activités. Et donc là, ça se fait de manière complètement naturelle, c'est-à-dire que en fait, tu as déjà des clients qui t'attendent pour faire tes spectacles de mentalisme notamment, ou est-ce qu'il y a un moment, il y a un peu un saut dans le vide Alors, c'est vrai que moi, j'ai été, on va dire que j'ai pris mon temps, c'est-à-dire j'ai jamais, à un moment donné, je me suis dit, je peux pas tout faire en même temps, je peux pas être salarié dans un cabinet de conseil et faire des spectacles, par exemple, le week-end en tournée, parce que je vais tout mal faire. Donc, il y avait vraiment une envie de bien faire et de se dire ok, tu peux pas continuer comme ça. J'ai des souvenirs, une fois je suis rentré de tournée un dimanche soir, donc je faisais un spectacle en France dans un théâtre le dimanche et je devais rendre un document que je n'avais pas fini le vendredi, et en fait je l'ai rendu à 3h du matin, il était bourré de fautes. Et le client était pas content et ça a été un déclic. Je me suis dit aïe aïe aïe, ça va pas aller, il va falloir que tu choisisses. Et mais je dirais que ça s'est fait progressivement. C'est sûr que on n'a pas tout de suite les clients, on n'a pas tout de suite voilà les projets ou les dates de tournée sous forme de calendrier. Mais je me suis dit essaye de faire ça. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Tu reprendras peut-être un job ou un travail dans un cabinet et tu continueras à faire ta passion, ton hobby. Moi, c'est un peu, on va dire que chaque jour, je joue, je m'amuse sérieusement avec mes jouets d'enfance. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est un intérêt d'enfant qui est devenu ensuite un métier. Quoi. Donc il n'y a pas eu un discernement, on va dire, particulier ou une méthode de discernement pour te dire, ok, bon bah là en fait c'est raisonnable, ou en tout cas j'ai envie de lâcher pour telle ou telle raison. Et mon job de salarié, donc je change de vie. Peut-être que pour rebondir, c'était peut-être il y avait un épuisement, il y avait une fatigue, parce qu'effectivement,
en parallèle de mon travail la semaine, je jouais à Paris. Donc, par exemple, je jouais le samedi et le dimanche au Théâtre du Funambule. J'ai fait ça de 2010 à 2012. Après, j'ai joué au Théâtre Trévis, qui était plus grand. Donc, je faisais toujours 1 ou 2 dates par semaine. Mais c'était fatigant parce qu'en fait, la semaine, voilà, j'avais mon travail à faire. Et je pense que ça a été une fatigue, et comme je voulais aussi passer du temps en famille et pouvoir organiser mon temps, ça a été plus ça qui m'a motivé en disant il faut essayer parce que là tu es en train de t'épuiser. Mais je ne l'ai jamais vu, c'est-à-dire le terme décision, il est toujours un peu à double tranchant parce que décidere en latin c'est trancher. Et c'est vrai que quand on prend une décision importante, on a toujours l'impression qu'il y a un avant et un après, parce que peut-être cette étymologie, elle est un peu trompeuse, couper, trancher. Et alors que je pense pas, il y a beaucoup de décisions, même des décisions où on fait évoluer son parcours, et il n'y a jamais rien de définitif. C'est toujours pour moi quelque chose de progressif, et c'est pas grave si ça n'avait pas marché. Je me serais peut-être dit, je réessayerai dans 5 ans ou j'aurais pratiqué en fait ma passion différemment. C'est compliqué ça, parce que c'est vrai que des fois on se donne des objectifs, on se dit bon, des fois j'ai des personnes après les spectacles, les conférences ou qui m'écrivent des messages qui me disent j'ai un objectif dans 2 ans, je veux devenir indépendant. Ouais, mais je sais pas quoi leur répondre parce que je me dis c'est pas ça l'objectif. C'est trouver un intérêt, trouver peut-être un sujet, le développer, ne serait-ce que pour soi, par curiosité, et ensuite si on en a envie, si on le veut, ça peut devenir un métier, mais c'est pas l'inverse. Et donc c'est vrai que il y a pas mal de peurs qui sont associées, qui paralysent quand on veut se lancer comme ça, mais moi je me suis dit, bon, si ça marche pas, je garde quand même cette passion, je le ferai le week-end, ou je ferai toujours des tours de cartes, ou j'irai voir des copains. Et tu savais que tu savais que tu pourrais retrouver un job relativement facilement aussi, ce qui probablement aide à la décision. Oui. Alors ça, c'est un point important. Et puis je pense aussi que mais ça, c'est peut-être ça aussi dans d'autres passions, c'est-à-dire la magie et l'illusionnisme. Ce qui l'a fait avancer, c'est beaucoup des amateurs. Il y a vraiment beaucoup d'amateurs de magie et d'illusionnisme, et il y a des professionnels, donc des gens qui vont faire des spectacles toutes les semaines et qui ont des entreprises de production, des salaires à payer, etc. Mais il y a des amateurs, c'est-à-dire des gens qui travaillent et qui vont faire des liens. Par exemple, il y a dans l'histoire de la magie, il y a par exemple des personnes qui étaient tourneurs-fraiseurs et par leur métier de tourneur-fraiseur, ils ont inventé des petits objets en métal usinés avec des doubles fonds. Il y a par exemple un mathématicien, Percy Diaconis, qui est un mathématicien de Stanford qui a eu des prix pour ses travaux, qui a travaillé sur le hasard, sur les mélanges de cartes. Et en fait, tout son savoir académique, il l'a apporté à la magie, à l'illusionnisme. Et donc, quand j'étais petit, quand j'avais 12, 13 ans, 14 ans, j'ai vu aussi, mon mentor était un amateur. Il faisait des spectacles, mais il travaillait dans une banque la semaine, comme employé de banque. Et donc, j'ai toujours eu cette image-là, cette passion qui avançait par des amateurs, et donc je me suis jamais trop je me suis dit bon, mais si tu as un travail et que tu fais ça à côté, il n'y a pas de problème. Et puis après, effectivement, il faut pouvoir se dire bon, est-ce que je vais pouvoir retrouver un travail, est-ce que j'ai ma compagne ou mon compagnon qui a peut-être un emploi plus stable, ou voilà, qui est là. C'est vrai que c'est une équation, hein, quand je discute avec des personnes qui veulent parfois faire évoluer leur parcours, il y a toute une équation à poser, quoi. Est-ce qu'on peut dire que tu étais en fait
beaucoup plus ambitieux en tant que quand tu te projetais comme mentaliste que comme consultant. Je m'explique. L'argent est jamais une variable neutre à mon sens. C'est bien de vouloir vivre, c'est bien de vouloir exercer sa passion. Il faut pouvoir en vivre. Quand tu es consultant, que tu es bien diplômé, etc., tu sais que globalement, tu vas avoir une vie matériellement relativement confortable. Comme mentaliste, il faut avoir j'allais dire une putain d'ambition, ou en tout cas être sûr qu'on va pas être un petit mentaliste parmi tant d'autres, mais qu'on va réussir à faire partie des 10-20% des meilleurs, quoi. Disons que je me suis jamais donné. En fait, moi, je fonctionne pas forcément à l'objectif. Ça, c'est un peu contre-intuitif parce que on peut me dire, mais t'as fait des spectacles, là, je vais faire un spectacle en 2023, c'est un objectif, mais c'est plutôt, j'ai beaucoup fonctionné étudiant, même aujourd'hui, par aspiration. Et donc, je distingue vraiment l'objectif et l'aspiration parce que l'objectif peut être vite démotivant, en tout cas pour moi, hein. Ça peut être vite démotivant. On arrive, on s'est fixé un objectif et puis voilà, on s'aperçoit qu'on n'y est pas arrivé parce qu'il était trop haut, parce qu'il y a eu d'autres choses qui. Et alors que l'aspiration ou la direction, c'est je sais où je veux aller, mais ça va prendre le temps qu'il faut. Et j'ai jamais je me suis jamais dit il faut absolument que je fasse tant de spectacles, ou il faut que je fasse des conférences, ou il faut que je sois reconnu par mes camarades magiciens mentalistes, il faut que j'ai un prix, etc. Je me suis jamais j'ai jamais vraiment raisonné, mais j'avais une aspiration qui était je veux faire du mentalisme et de l'illusionnisme qui soit différent en injectant par exemple de la narration. En injectant peut-être un regard un peu, on va le mettre entre guillemets, philosophique sur le doute, sur la certitude, la façon dont on voit le monde. Et pareil en entreprise. Je me suis toujours dit, tiens, c'est intéressant peut-être d'apporter ce décalage en disant, regardez, l'illusionniste, le mentaliste travaille comme ça, il utilise certains pièges de votre cerveau, et en entreprise, c'est comme ça. Mais je me suis jamais donné d'objectif en disant... à tel âge, il faut que tu aies fait une première partie à l'Olympia, que tu ailles à Bobillon, mais c'est venu. Mais parce que je pense, alors, ça me fait penser, là je change un peu, il faut m'arrêter si je parle beaucoup, mais il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, qui est le livre d'un économiste britannique qui s'appelle John Kay. Et le livre s'appelle Obliquity. Je l'avais lu en anglais, je ne sais pas si c'est traduit en français. Et c'est quelque chose de très simple. Il dit, c'est parfois en ne poursuivant pas un objectif qu'on atteint un objectif. Donc les gens heureux, ils cherchent pas le bonheur. Ils font autre chose pour être heureux. Et ça m'a beaucoup. Et pareil pour l'argent. Hein. Alors c'est pas toujours le cas, mais les gens les plus riches, parfois c'est pas les plus matérialistes. C'est juste parce qu'ils ont été passionnés par un sujet et ils l'ont creusé et puis c'est venu après. Et ça m'a beaucoup marqué parce que moi ce qui m'intéresse c'est la matière, c'est comment faire l'illusion, le tour de mentalisme le plus je sais pas, le plus déstabilisant, ou comment faire la conférence qui va avoir le plus d'impact. Hein. Dans 2 ans, après ce projet pour un client ou cette conférence, qu'est-ce qu'ils vont retenir? C'est vraiment ça qui m'a toujours drivé. C'est pas le fait de faire des grandes scènes, des grandes salles. On me met dans une salle avec 10 personnes et on me dit c'est ton public, je suis super heureux, quoi. C'est vraiment. Donc je me dis si un jour ça marche moins bien et que je repars et je me dis tiens j'aime bien travailler en équipe, je repars je sais pas dans une organisation ou une association et que je fais des spectacles pour 10 personnes, je serai quand même heureux. Ça sera pas un problème, ça sera super. Ça résonne pas mal avec ce que disent beaucoup de neuroscientifiques sur la manière dont fonctionne le cerveau et sur la recherche d'objectifs. Où manifestement, en fait, les personnes qui ont le plus de succès dans leur carrière sont souvent des gens alors qui peuvent avoir des objectifs, mais qui trouvent du plaisir finalement dans le fait de travailler dans la direction de l'objectif pendant le fait qu'ils y travaillent. C'est l'intensité, l'excitation du fait de se rapprocher de cet objectif, et qui sont capables au contraire d'avoir beaucoup de recul finalement après l'atteinte de l'objectif, parce que si tu attends ton plaisir simplement de l'atteinte de l'objectif,
les effets sont finalement assez éphémères et tu retombes derrière dans une forme de dépression finalement, parce qu'une fois que tu as atteint l'objectif, il n'y a plus rien. Donc c'est dans la capacité à trouver son plaisir dans l'effort pour tendre vers cet objectif qui manifestement est la marque des gens qui sont capables toute leur vie de progresser et de trouver du plaisir dans ce qu'ils font. Ouais. Oui, et c'est ce que je voyais la semaine dernière quand je travaillais sur une nouvelle expérience de mentalisme. Bah, ça marchait pas, j'y arrivais pas, on n'arrivait pas à faire fonctionner en fait l'expérience, le côté narratif, les mécanismes. C'était à la fois extrêmement énervant parce que on a quand même l'objectif que ça fonctionne, mais c'était super parce qu'on se dit, en tapant sur des obstacles, c'est ça qu'on cherche en fait quand on est passionné par un sujet. C'est comme quand on mène une enquête, essayer de résoudre les problèmes. Et c'est ça qui est amusant. Il y a ces deux, on est à la fois très frustré et mécontent, mais on est quand même super heureux parce qu'on fait ce qu'on a envie de faire l'après-midi ou on a décidé de le faire avec des collègues ou d'autres illusionnistes. Alors là, justement, ça nous amène sur le sujet de la créativité qui est quelque chose sur lequel je souhaitais t'entendre. T'en as déjà parlé parce que comme consultant en innovation, c'est quelque chose que tu avais étudié. Et pour pas être un mentaliste comme les autres, il faut savoir faire preuve de créativité, pas faire les tours qu'on a déjà vus par ailleurs. Donc, comment tu travailles ça? Est-ce que tu as une méthode particulière? Comment on peut améliorer soi-même sa créativité? Si tu avais 2-3 conseils à prodiguer, je suis preneur. Alors, c'est toujours compliqué parce que il y a des méthodes de créativité qui à travers l'histoire, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que on voit quand ça naît, quand ça apparaît dans les années 40, quand c'est structuré dans les années 50, puis aujourd'hui, par exemple, en entreprise, il y a des modes qui sont autour du design thinking, le lean startup, etc. Mais moi, je suis moins attaché aux méthodes qu'aux tactiques, en fait, que je vais utiliser en fonction de certains sujets. Et en illusionnisme, c'est vrai que c'est assez compliqué, en mentalisme aussi. Donc, juste pour préciser les deux termes, le mentalisme, quand on parle de mentalisme, on va donner l'illusion qu'on va lire dans l'esprit des spectateurs ou on va anticiper leur choix. C'est une magie, un art du spectacle, le mentalisme que l'on fait avec l'esprit, avec le cerveau des spectateurs. Et l'illusionnisme, c'est davantage tourné autour des objets. Donc il peut y avoir, il y a plusieurs sous-catégories, mais ça peut être un paquet de cartes ou ça peut être une boîte avec un assistant qui disparaît. Et le mentalisme, c'est vraiment un art qui fait partie de cette grande catégorie de la magie ou de l'illusionnisme. Et c'est vrai que le mentalisme et l'illusionnisme, on est très contraints par des méthodes qui sont des secrets, qui peuvent être des principes optiques, des principes psychologiques, et on est aussi contraint par les lois de la nature, hein, c'est-à-dire que on peut voilà, si on veut faire voler un assistant dans les airs, ça va être très compliqué. Même si on met un grand ventilateur hyper puissant, on peut, oui, faire voler quelqu'un avec un ventilateur super puissant, mais ça va se voir. On va avoir de l'air, et donc il faut gommer ça pour créer cette illusion parfaite. Et donc, moi, sur mes spectacles, c'est vrai que j'aime bien partir toujours d'un point de vue. La clé, c'est vraiment le point de vue. De quoi on va parler dans cette expérience, c'est ce point de vue. Il est nourri par des films, par une conversation, par je sais pas, un article de journaux sur des faux monnayeurs. Tiens, ah oui, je lis un premier article sur des faux monnayeurs, puis après je lis un article sur des fake news. Tiens, qu'est-ce que ça signifie ces deux idées si je les combine? Quel effet je pourrais faire sur un billet qui apparaît, qui est faux mais qui devient vrai, etc., etc. Donc il y a un point de vue. Après, souvent, il y a une combinaison de méthodes, comme je l'évoquais, les bonnes expériences de mentalisme et d'illusionnisme. Il n'y a pas qu'une seule méthode, il y a une combinaison de principes qui sont réalisés. Donc, ça peut être des méthodes psychologiques combinées avec un principe, je ne sais pas, optique ou mécanique. Donc la combinaison, c'est un outil très intéressant à utiliser pour créer une nouvelle expérience, pour avoir de nouvelles idées. Donc il y a ce point de vue,
il y a cette combinaison. Paradoxalement, il y a aussi à aller regarder très très loin dans l'histoire, dans des livres qu'on a oubliés. Donc on a beaucoup de livres, d'ouvrages que les mentalistes et les illusionnistes se vendent, on va dire, dans des magasins spécialisés ou imprimés par les auteurs eux-mêmes. Mais il y a aussi toute une histoire. Et c'est vrai que des fois, au XVIIIe siècle, en regardant des vieux livres, on se dit, tiens, j'ai lu ça, mais personne ne le fait. Alors pourquoi? Souvent, c'est parce que c'est très compliqué à faire. Mais si j'arrive à ressusciter cette idée ancienne et enterrée du XVIIIe siècle, eh bien, peut-être que je pourrais faire quelque chose de différent. Donc, il y a ce point de vue à cultiver, la combinaison qui est très utile, je trouve toujours, aller chercher des idées enfouies très lointaines, aussi fonctionner par contrainte. Par exemple, j'aime bien me dire, ok, quels sont si je vais par exemple à Las Vegas, où il y a beaucoup de spectacles de magie, il y en a maintenant aussi beaucoup à Macao en Chine, la magie en Asie est très très dynamique. Donc si je vais à Las Vegas ou à Macao et que je vois tous les spectacles, je liste toutes les expériences et tous les tours qu'il y a dans ces spectacles et je me dis, ok, il faut faire aucun de ces tours-là. Parce qu'ils sont à la mode, parce qu'ils sont déjà vus, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste souvent pas grand-chose. Et le simple fait de créer cette contrainte artificielle, ça permet, parfois, pas toujours, c'est dur comme processus, mais trouver une idée intéressante. Donc, s'ajouter une contrainte artificielle. Ah, il y a un tour qui est super, qui se fait avec des cartes. Comment je fais pour enlever les cartes? Alors, la réponse, ça pourrait être, je vais utiliser des photos. Parce que les photos, c'est rectangulaire, c'est un peu comme les cartes, mais c'est un peu trop facile, ça. Il faut aller plus loin. Non, s'il n'y a pas d'objet carré plat, comment on applique ce principe? Et là, ça va être l'analogie aussi. Être capable de fonctionner par analogie. Donc, c'est un peu cultiver un point de vue, combiner des idées, être capable d'aller chercher des idées anciennes, des idées enfouies, être capable d'ajouter une contrainte artificielle ou faire des analogies, se dire tiens ça c'est intéressant, mais si je change l'objet, si je le transporte à ce numéro, si je le transpose à ce numéro, qu'est-ce que ça me donne comme résultat? Mais c'est des techniques que l'on peut appliquer à tout. Quand je discute avec des chercheurs ou des scientifiques, ils le font. En entreprise, en R&D, on le fait. Des peintres vont l'utiliser. C'est vraiment des techniques universelles qui sont intéressantes, mais je m'accroche pas à une méthode particulière. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu dis, c'est que alors c'est vrai que c'est pas unique et on va retrouver ce genre de méthode dans d'autres domaines. Pour autant, on voit beaucoup, notamment en entreprise, un défaut quand il s'agit d'être créatif, qui consiste à se dire quels sont les outils dont je dispose et qu'est-ce que je peux en faire. Et donc chercher simplement un moyen d'utiliser différemment ces outils. Et typiquement, partir de la technologie pour ensuite essayer de trouver des usages. Toi, tu te mets, ce que tu disais, un jeu de contraintes qui est parfois fort élevé et ensuite tu cherches les moyens. Donc c'est vraiment c'est renverser ce qui est souvent fait quand même malgré tout, notamment en entreprise. C'est-à-dire que par exemple, tu seras capable de te dire tiens, j'aimerais bien faire tel tour, personne ne l'a fait, je sais pas du tout comment on pourrait le faire. Maintenant, je vais me creuser la cervelle pour savoir comment on pourrait produire tel effet, c'est ça? Oui, c'est ça, ou parfois partir d'un tour ou d'une expérience de mentalisme et se dire avec ce tour-là qui est classique, on a toujours le même type de présentation, la même histoire, et si j'amenais l'histoire ailleurs. Donc ça peut être aussi, on peut partir d'un objet, ou d'une technologie. Les magiciens aiment bien ça, c'est-à-dire ils voient une nouvelle technologie et ils se disent tiens, comment je peux faire? Alors au 19e siècle, on avait l'avantage, les magiciens et les mentalistes avaient l'avantage que ces technologies étaient cantonnées à ces grandes expositions universelles ou ces démonstrations dans des écoles ou des universités. Donc le public n'avait pas accès à ça. Donc on avait un temps d'avance. Par exemple, l'électricité, avant que le grand public le connaisse, les magiciens l'ont utilisé pour allumer des bougies à distance, etc., etc. Aujourd'hui, c'est plus compliqué avec les technologies parce que elles sont diffusées à la même vitesse.
pour tout le monde. Et donc, des fois, la solution n'est pas uniquement technologique, ça va être dans la façon dont on va utiliser un principe psychologique. Mais on peut des fois, comme on fait en entreprise, hein, partir d'un principe, mais toujours, c'est vrai qu'on regarde aussi ce que les camarades font. Et comme on essaie de faire quelque chose d'artistique, on se dit, ah bon, il a pris cet angle-là, ok, je peux utiliser la même technologie ou le même principe psychologique, mais il faut que je trouve un angle plus personnel. C'est difficile à faire, mais c'est un peu l'objectif. Alors, tu parles pas mal de psychologie et c'est un des trucs dont je voulais absolument parler avec toi. Tel que je me le représente dans le mentalisme, tu as deux grands leviers pour que le tour fonctionne. Soit les objets, tu les as évoqués, on va dire voilà, tu as parlé de boîtes usinées, de double fond, de jeux de cartes probablement truqués ou je sais pas quoi. Et puis t'as quand même des principes psychologiques. Moi j'ai lu simplement deux ouvrages sur le mentalisme, l'un de Banachek, l'autre de Max Maven. Je m'intéresse professionnellement à la psychologie et j'étais très très surpris de retrouver des principes qui parfois étaient anciens, qui sont simplement publiés depuis quelques années dans les publications scientifiques de psychologie. C'est-à-dire que de manière empirique, il me semble que les mentalistes ont compris un certain nombre de fonctionnements du cerveau bien avant les autres. Quels sont les grands principes psychologiques que tu penses qu'on a mieux compris quand on est mentaliste que quand on est quelqu'un lambda comme moi? Alors, je ne sais pas si les mentalistes ont compris mieux que les autres, mais ce qui est intéressant avec le mentalisme, c'est que c'est à l'intersection de plusieurs disciplines. Il y a notamment, par exemple, tout ce qui est la narration, le narratif. Construire, par exemple, une narration, déclencher une émotion sur la surprise, par exemple. Il y a sur la psychologie tout ce qui est autour du choix. Comment on peut influencer un choix, comment on peut parfois donner l'illusion de l'anticiper, ce choix. Il y a aussi tout ce qui est lié à l'attention, au mécanisme de l'attention, comment diriger l'attention, comment la focaliser, comment rythmer cette attention pour parfois masquer un geste. Et c'est vrai que si on prend par exemple la psychologie autour des choix et des décisions, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été publiées, qui sont intéressantes parce qu'en fait elles prouvent ce que l'on fait depuis très très longtemps de manière totalement empirique. C'est-à-dire on ne faisait pas ça en laboratoire, on n'étudiait pas la réaction du cerveau, mais on sait que si on met 4 cartes posées sur une table, il est probable que le spectateur ne choisisse pas la première carte ou la dernière carte si on demande de choisir une carte et que le choix se portera probablement sur la troisième. On le sait, on peut jouer sur ça, mais c'est pas suffisant, hein. Il faut, parce qu'on est quand même des êtres complexes, si ça fonctionne pas, il faut toujours un plan B, un plan C, d'autres solutions pour arriver à retomber sur ses pieds. Et donc, par exemple, ce jeu autour des automatismes, savoir déclencher un certain nombre d'automatismes dans le choix d'un objet, ou influencer par exemple un choix en construisant un texte, un narratif qui est parfaitement logique, c'est-à-dire on va guider le spectateur et influencer son choix, mais pour lui, c'est totalement libre les décisions qu'il prend. C'est vrai que ça fait très 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 longtemps qu'on l'a cultivé. Il y a eu en 2010, dans les années 2010, il y a eu ce dialogue entre des magiciens, des mentalistes et des neuroscientifiques. Il y a eu notamment l'un des premiers livres, je crois, s'appelait Flight of Minds, de Susana Condé Martinez, où elle a essayé de faire ce pont entre ces deux disciplines, la science de côté, les neurosciences et le travail des mentalistes et des magiciens, mais ça a ses limites parce qu'en fait les tests des fois qu'on peut faire en laboratoire sont faits sous certaines conditions
ils sont pas toujours représentatifs de toutes les possibilités qu'on peut rencontrer quand on fait un spectacle. Le fait de faire beaucoup de spectacles, par exemple quand je joue au Festival d'Avignon ou à Paris dans un théâtre, on va faire 23, 40, 50 représentations. Et donc tous les soirs, on est un peu dans notre laboratoire et on sait que si par exemple je place 4 cartes sur une table et que la personne est debout face à la table, ou si elle est assise, bah, ça va changer un peu la façon dont elle va peut-être faire son choix. Et donc c'est ça qui est aussi amusant chez les mentalistes, on peut expérimenter un peu ces possibilités et bien sûr on les partage. Donc ça fait une base de connaissances qui est partagée avec les mentalistes et les magiciens du monde entier. Un autre point qui est intéressant aussi sur le mentalisme et l'illusionnisme, c'est tout ce qui est lié à la résolution de problèmes, au problem solving. Et c'est vrai que l'angle particulier des magiciens et des mentalistes, c'est toujours un tour de magie ou une expérience de mentalisme. Ça a forcément des faiblesses dans sa construction. C'est-à-dire quand, par exemple, je fais rentrer un assistant dans une boîte et j'ouvre la boîte pour la montrer vide. Je veux créer cette illusion de disparition, mais il y a des faiblesses. Peut-être que je ne vais pas ouvrir la partie du fond, mais c'est pas très convaincant. Donc je vais me forcer à trouver une méthode pour ouvrir les 4 portes. Si j'arrive à faire quelque chose de super efficace, si j'ouvre les 4 portes, il y a quand même des faiblesses. Il y a des faiblesses. Sinon, ça serait la réalité. Hein. Sinon, on pourrait en réalité faire disparaître quelqu'un. Et donc, l'enjeu chez les magiciens et les mentalistes, c'est toujours de se dire, OK, le public est super intelligent. Les spectateurs sont intelligents. Ils peuvent trouver le secret. Le secret est à la portée du spectateur. Mais l'enjeu pour moi, ça va être de créer des fausses pistes, des sortes de fausses explications à laquelle le cerveau va s'attacher et qui va détourner le raisonnement du spectateur. Autrement dit, ce n'est pas un bon tour de mentalisme ou de magie, c'est pas que le secret est une énigme absolue, un mystère. C'est souvent un bon tour de magie, c'est qu'il a les bonnes fausses pistes pour détourner notre raisonnement. Et je trouve sur les sujets de résolution de problèmes, par exemple en entreprise, on dit souvent, pour un prochain produit ou pour résoudre un problème en R&D, il faut trouver la solution parfaite, l'idée parfaite. Ben, l'idée parfaite, elle n'existe pas. Hein. Souvent, on l'a déjà testée, on l'a expérimentée ou on l'a jetée un peu trop vite. Non, c'est juste que on se laisse détourner par d'autres éléments qui nous empêchent peut-être de réexpérimenter une idée qu'on a un peu mis de côté. Et donc ça m'a toujours frappé parce que c'est un historien, un inventeur de la magie, Jim Steinmeier, qui est un Américain qui a inventé des illusions incroyables. Il dit la magie, le mentalisme, il repose sur un coffre-fort de secrets, mais ce coffre-fort de secrets, il est vide. Mais il faut quand même, nous les magiciens, qu'on garde ce coffre-fort, justement pour donner l'illusion qu'il est plein de secrets. Et c'est un peu ça. Le secret n'est pas si important, ce sont les fausses pistes qu'on va distiller dans l'expérience qui vont tromper le public. Et ça, à chaque fois que je réfléchis avec des entreprises, par exemple, ou des associations, ou sur des sujets, sur des questions à résoudre, j'ai toujours ça en tête pour me guider. Alors, ça me fait penser à un livre qui a été publié il y a quelques années par Olivier Sibony, qui est un expert en sciences comportementales et qui s'appelle vous allez commettre une terrible erreur. Et donc il analyse tous les biais cognitifs notamment qui peuvent amener les entreprises à prendre de mauvaises décisions. Et l'histoire regorge d'entreprises qui ont pris de mauvaises décisions. Et l'un des leviers contre lesquels il met en garde les entreprises, c'est justement le storytelling, en disant t'as le chef de projet qui vient vendre son projet, il te raconte une belle histoire et en fait l'histoire te met des œillères et t'empêche de voir tout ce qu'il y a à côté. C'est un petit peu ce que tu nous dis là. Et donc, moi, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui fait il y a des trucs dans la manière de raconter une histoire qui va faire que les œillères vont être encore plus prononcées. C'est ça qui est fascinant avec les biais cognitifs en général. Ce qui est intéressant dans cette histoire, dans cette appellation biais cognitif,
il y a toute une histoire. L'appellation est arrivée lorsque Kahneman a travaillé sur avec des études sur les biais cognitifs. Il faudrait retracer exactement. Hein, je suis pas certain mais je crois que Kahneman a impulsé notamment cette définition. Avant, on appelait ça des illusions cognitives quand on en parlait. Donc moi j'aime bien ce terme illusion cognitive. D'accord. Mais Ouais. à chaque fois je trouve que les biais, je sais pas d'ailleurs si ça me fait beaucoup réfléchir cette notion de biais cognitif parce que c'est certes des pièges, mais la contrepartie c'est qu'il y a toujours un avantage. Oui. Le piège du storytelling, par exemple, c'est aussi un super outil, le storytelling, quand on doit faire passer une histoire. Et c'est vrai que ça peut se retourner contre nous quand justement on essaie, même malgré nous, d'influencer quelqu'un ou on essaie en communauté de prendre une bonne décision, mais on va se raconter une histoire, notamment avec le biais de confirmation. Et il y a plein de biais cognitifs qui sont comme ça. Par exemple, on parle beaucoup de la mémoire sélective. On a tendance à déformer la réalité, mais c'est aussi un atout parce que si on mémorise tout, si on avait la capacité de tout mémoriser, on deviendrait fou, on pourrait plus retenir. Donc à chaque fois, le biais, on appelle ça biais cognitif, mais c'est quand même la contrepartie de quelque chose qui est toujours très utile. Et c'est vrai que sur le storytelling, sur la façon de raconter des histoires, les mentalistes et les magiciens, peut-être parfois, pas toujours, mais les mentalistes utilisent beaucoup cette notion, ce narratif, parce que les mots vont aussi donner peut-être l'impression et vont perdre le public sur des fausses pistes. Et donc, on pourrait, par exemple, je sais pas, imaginer une expérience de mentalisme, on pourra le mettre le lien dans la description, où par exemple je donne au public un livre, il choisit en fait un mot dans le livre, je le regarde dans les yeux et j'observe en fait son visage et je déduis certaines lettres du mot. Et parce que j'ai regardé son visage, je vais créer un narratif. Et le public va se dire, il regarde, c'est sûr, les réactions non verbales sur le visage du spectateur. Les clignements. Exactement. Alors que ça peut être une autre méthode, peut-être utilisant de la mémorisation ou encore une autre technique. Et donc ce narratif, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, il est vraiment très utile. Et c'est pas uniquement pour distiller des fausses pistes, mais c'est aussi pour créer, je le dirais, un outil pour libérer un peu la tension d'une expérience de mentalisme. Un tour de magie, une expérience de mentalisme, c'est quand même quelque chose d'assez violent pour le cerveau, parce qu'on est confronté à quelque chose qu'on n'arrive pas à appréhender. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Et donc, on est bousculé. Et finalement, moi, dans mes spectacles, j'ai écrit, il y a encore quelques dates de tournée, un spectacle en 2017 qui s'appelle Songe d'un illusionniste. Et le point d'entrée de ce spectacle, c'était les songes. Et donc, je parle du cerveau, je fais des expériences de lecture de pensée, de divination, mais avec cet angle sur les songes, qu'est-ce qui se passe quand on rêve, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on a la mémoire de nos rêves. Et c'est vrai que ces mécanismes narratifs, ça permet aussi au public de se détourner de cette volonté de comprendre le secret à tout prix et de prendre du plaisir face à la performance. Alors, dans la vie de tous les jours, les trucs, entre guillemets, que tu as compris et voilà, qui sont multiples et je pense difficiles à définir, mais tu les utilises. Peut-être c'est une autre manière de voir les choses par rapport aux questions précédentes, mais parce que on ne demande évidemment pas de révéler quoi que ce soit de ce qu'il n'y a pas dans ce coffre-fort, mais du coup, cette connaissance de la psychologie fait de toi quelqu'un de différent dans la vie de tous les jours? Je ne sais pas. C'est vrai que quand on est passionné par un sujet, c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses par le filtre en fait de ce sujet. Et donc c'est vrai que quand je vais dans un musée, je ne peux pas m'empêcher de faire des liens en disant tiens, je vois une sculpture avec un bloc et je me dis tiens, ça c'est intéressant, le bloc, c'est sur cette forme-là, le support, en termes de design, en termes de scénographie. Donc c'est vrai qu'on est très, on est nourri par ces choses-là. Après, sur la partie psychologique, c'est vrai que il y a toujours des choses qui peuvent être intéressantes
cette notion de temps d'avance sur le fait que bon, un mentaliste va toujours avoir il faut toujours qu'il ait 2 ou 3 temps d'avance sur le public, parce que justement les réactions des spectateurs sont différentes. Pour pouvoir en faire un spectacle et réussir à surprendre le public, il faut pouvoir changer de méthode, s'adapter pendant la performance. Et c'est vrai qu'en négociation, par exemple, si je prends une négociation toute simple, eh bien, avoir ce raisonnement-là, se dire, OK, qu'est-ce qui va me répondre là? Mais s'il me répond ça, oh, moi, je peux lui proposer ça. Et qu'est-ce qu'il va avoir derrière la tête? Quelles sont les choses qui vont l'inquiéter? Donc, dans une négociation, par exemple, cette notion de temps d'avance qui est très importante chez les magiciens, elle est importante. Donc, c'est des petites choses comme ça. Après, j'essaye, quand je suis avec des amis ou en famille, j'essaye de pas faire de mentalisme ou d'illusionnisme parce qu'il il y a autre chose dans la vie, hein. Il y a les relations, il y a plein d'autres choses super. Mais c'est vrai que c'est un peu des réflexes qui sont ancrés, quoi. Dans une négociation, typiquement, au-delà de ce que tu évoques, qui est, on va dire, voilà, avoir un temps d'avance, comme quand tu joues aux échecs, il y a des leviers de manipulation mentale qui sont utilisables? Bon, il y a des choses qui sont parfois très simples, même de l'ordre de la mise en scène, le pouvoir du silence, l'élément, on sous-estime ça beaucoup, mais le silence, c'est justement en mentalisme, par exemple, on apprend à faire ça, c'est ce qui est très difficile, laisser la possibilité aux spectateurs de s'exprimer ou créer un silence pour créer une tension dans le spectacle. En négociation, le silence, c'est important. La notion aussi de cohérence, par exemple, parfois un mentaliste ou un magicien va faire 2 actions qui n'ont pas une logique, mais il faut qu'il les fasse parce qu'en fait, sinon l'expérience ne marche pas. Et ces 2 actions, par exemple, aller à ma manche ici pour subtiliser un objet. Bon, si je prends un objet dans la main ici, que ma main est vide et qu'il faut que j'aille chercher quelque chose dans ma manche, bon, ben, je ne peux pas aller directement à la manche. Il faut que je justifie quelque chose. Et donc, je vais peut-être mettre mes manches comme ceci et dire, ah bah tiens, pour être sûr qu'il n'y a rien dans ma manche, je vais retrousser mes manches. Donc je vais créer une sorte de fausse cohérence parce que peut-être que là, dans le coin de ma manche, je vais pouvoir attraper une pièce ou quelque chose. Et donc ce travail qui consiste tout le temps à créer de la cohérence, ben, parfois dans une négociation, ça peut être utile, notamment pour identifier l'illusion de la cohérence chez l'autre, chez celui qui peut-être a un type de négociation un peu particulier et qui va proposer quelque chose, mais qui n'est pas cohérent, qui cache quelque chose. Et donc à chaque fois, ce décalage entre un discours qui est très logique, mais qui a des failles dans la cohérence, ben, ça peut être des choses qui me vient aussi, parce qu'on est habitué, quand on conçoit une expérience, à se dire, même quand on travaille en vidéo, on regarde et puis on voit, ah, mais ça marche pas, pourquoi il est allé chercher, pourquoi il met la main dans la poche de sa veste alors que il vient de sortir quelque chose, ça va pas là. Il faut trouver, ah oui, il a oublié, donc il va sortir un stylo, puis ensuite il doit prendre le carnet, il sort pas les 2 en même temps. Donc on peut peut-être rejustifier. C'est tous ces petits exercices qui sont amusants à cogiter quand on fait alors, sur ces trucs, moi, et puis je suis beaucoup trop bavard aussi, donc je vais accélérer, mais il y a un truc qui m'a fasciné dans les quelques bouquins là que j'ai lus, c'est le fait de forcer une pensée. Typiquement, le fait qu'il y ait des mots qui se ressemblent, alors, pardon, c'est pas le meilleur exemple, mais crotte et carotte par exemple, tu vois, enfin si tu dépeins un jardin potager, etc., et que tu as parlé de crotte, la probabilité que quand tu dises qu'est-ce qu'il y a dans votre panier comme légumes, les gens disent une carotte, elle est plus forte manifestement. C'est un vrai truc ça, ou c'est non, globalement c'est un petit élément qui va permettre d'atteindre son objectif ou d'être plus certain que le spectateur va répondre tel mot, ou est-ce que véritablement on est capable de forcer des pensées dans l'esprit de son interlocuteur? Il y a différentes méthodes. Il y a des méthodes qui sont, je dirais, plus sûres que d'autres. Il y en a d'autres qui sont psychologiques. Là, dans l'exemple que tu as cité, il vaut mieux quand même que j'ai une autre méthode parce que c'est pas certain que ça réussisse. Donc, il vaut mieux.
Donc mon exemple est pourri, ouais. Non, mais ce qu'il y a d'intéressant, ça aussi pour rebondir sur la psychologie, c'est le dans la philosophie, plus des mentalistes que des magiciens, parce que les magiciens, des fois, ils se reposent sur une chorégraphie qui est précise. Alors que le mentaliste, il doit apprendre à sauter sur des opportunités. Donc, toute opportunité pour créer un miracle, surprendre le public, elle doit être prise. Je donne un exemple. Dans mon spectacle, j'ai un moment où je regarde quelqu'un dans les yeux et je lui dis « Montrez-moi vos mains ». Et je lui dis « Pensez à votre signe astrologique ». Et je réponds « Vous êtes Scorpion ». Et là, il se passe parfois quelque chose qui est « Oui, je suis Scorpion ». Et là, il y a un tonnerre d'applaudissements. Et les gens viennent me voir à la fin en me disant « Mais comment c'est possible? Vous lui avez demandé de montrer ses mains et elle a dit Scorpion et ça a marché. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, eh bien, la personne est un Scorpion. Et je dis Scorpion à chaque spectacle et ça marche parfois, pas toujours, mais j'ai une chance sur 12, on va dire. Il y a peut-être d'autres paramètres, mais on va dire grosso modo, j'ai une chance sur 12 que ça marche. Mais la plupart du temps, ça marche pas. Et donc, si je dis vous êtes Scorpion, la personne va me dire non. Je dis quel est votre signe astrologique? Elle me dit Poisson. Ah, Poisson. Ça peut peut-être donner un tour un peu particulier à l'expérience qu'on va faire, mais on va essayer dans un instant monter sur scène avec moi et on peut applaudir madame ou monsieur. Là, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Pour le public, il n'y a rien eu. J'ai juste demandé une information supplémentaire. Est-ce que vous êtes Scorpion? Et elle me dit non, Poisson. Ouais. Et j'en déduis quelque chose. Mais quand la chance me sourit, quand le hasard me sourit, ben ça fait un petit miracle. Et donc, cette capacité à sauter sur les opportunités, il faut le faire. Dans l'exemple que tu as donné tout à l'heure, ben, si ça marche, c'est super. Si ça ne marche pas, ben, il faut utiliser une autre méthode ou passer à l'expérience suivante en disant bon, c'était juste un échauffement, mais on va essayer de faire quelque chose ensemble. À nouveau, ça fait partie aussi de la philosophie, c'est sauter sur les opportunités, ne pas et surtout d'un rien en faire une opportunité. C'est plutôt ça, d'un rien, d'un petit rien, en faire quelque chose qui peut être utile et puis qui peut créer un petit miracle. Alors, une des questions que je pose régulièrement à mes invités pour terminer ou presque terminer, c'est du coup, sur la base de l'expérience que tu as acquise et de cette philosophie, par exemple, savoir rebondir et finalement, rien n'est un échec en fait, tel que tu l'expliques. Tes enfants, qu'est-ce que tu leur enseigneras de différent de ce que moi ou n'importe qui d'autre aurait pu leur enseigner? Alors, mon parcours, il est un peu particulier, ça va être un peu contradictoire avec ce que je vais raconter, mais je crois que je vais répondre indirectement. Pour rebondir ensuite, on va faire la stratégie oblique. On entend beaucoup depuis la pandémie ce discours qui consiste à dire il faut que je trouve un sens à ma vie, quelle est ma vocation, quelle est ma mission. Et c'est ça, souvent, qui est aussi à l'origine, des fois, d'une envie de changer de parcours, de peut-être devenir indépendant, ou changer de boîte, ou faire les choses différemment, s'engager dans une association. Mais je trouve que ça peut être à double tranchant, parce que ça veut dire ça, quelle est ma vocation, quel est le sens de ma vie. Ça veut dire qu'il y a une vocation à trouver qui est cachée. Ça veut dire qu'il y a un sens, qu'il faut le trouver. Et puis si on ne trouve pas la vocation, si on ne trouve pas son sens, eh ben, ça ne marche pas, on a échoué. Ça, c'est très dangereux, je trouve, parce que on est fait de choses totalement multiples. Nos identités sont totalement multiples. Et donc ce sens, moi je ne sais pas ce que c'est, ce sens de la vie, ou quelle est ma vocation. Et des fois on me pose la question, on me dit mais attends, tu peux pas dire ça, tu fais de la magie depuis que tu as 7 ans et tu en as fait un métier, mais c'est un hasard absolu. Et donc je pense que la clé, pour rebondir à la question des enfants, c'est peut-être, moi, ils ont 5 ans et 16 mois. Mon aîné, il a 5 ans et ma petite, elle a 16 mois. Donc, ils sont petits, hein. Mais c'est essayer d'identifier un peu plus tard certains intérêts qu'ils peuvent avoir.
Et ça, c'est cette notion de pousser un peu la curiosité. Pour moi, la curiosité, c'est dépasser le stade d'étonnement. C'est c'est quoi ça? On peut s'arrêter là. C'est de l'émerveillement. C'est étrange. On peut s'arrêter là. Et la curiosité, c'est aller un cran derrière en disant mais ça marche comme ça, mais c'est comme ça. Et cette capacité, pas à leur mettre des sujets ou des activités sous les yeux, mais identifier un intérêt et essayer de le pousser. Moi, mon père, il a fait beaucoup ça en fait. Quand il voyait que j'étais intéressé par la magie, des fois il se déplaçait, il allait beaucoup dans le sud-ouest, dans le Pays Basque, des fois en Espagne, et puis il me disait tiens, je suis passé dans une librairie, puis j'ai demandé s'ils avaient des livres de magie, il y a un petit livre de poche là, je pense pas que tu l'aies, tiens, tu regarderas. Et c'était tout comme ça. Quand j'étais étudiant, je recevais des enveloppes avec des coupures de presse, c'était donc dans ma chambre d'étudiant à Paris, et c'était quelques articles. Il me disait tiens, il y a un spectacle à Paris de magie, j'ai vu ça, mais c'était et maintenant j'ai 37 ans, quand il vient me voir, c'est la même chose. C'est-à-dire, il me dit tiens, donc j'ai toujours les petits articles découpés. Il me dit tiens, j'ai vu, il y a un truc là sur la créativité, la peinture. Tiens, je te mets l'article. Donc, il met l'article, mais après, il vérifie pas si je l'ai lu, si je l'ai pas lu. Et ça m'a beaucoup marqué indirectement. Donc, identifier, si j'arrive à faire ça, mais c'est compliqué, chez mes petits, des intérêts, et puis essayer de l'accompagner. Et après, si ça n'accroche pas, ça n'accroche pas. Après, si je reprends, donc il y a essayer de susciter l'intérêt quand on voit que l'enfant a un sujet qui l'intéresse. Il y a une curiosité. Ma maman est plutôt sur la confiance, en disant c'est bon, tu vas y arriver. Donc ça, je pense que c'est important. La confiance, donner confiance à un enfant, c'est très dur. Le mien, il a 5 ans et c'est un travail. Voilà, c'est compliqué à faire, la confiance. Et puis peut-être, c'est pas évident, la connexion avec les autres, et puis cette notion d'empathie, peut-être. Essayer de comprendre l'autre, essayer de comprendre les émotions de l'autre. Qui est au cœur de ton métier. Oui, aussi, mais c'est... Ouais, ne pas avoir peur d'aller vers l'autre. C'est pas évident, ça, quand on est enfant ou quand on est ado. Moi, je me souviens quand j'allais voir des fois des magiciens, mais j'étais très impressionné. Quand on a 12-13 ans, on se dit, mais c'est pas possible. Mais souvent ils étaient attendris. Donc des fois j'allais dans des cabarets, je disais j'ai un petit numéro, est-ce que je peux faire, j'ai quelque chose. Puis ils étaient attendris, c'était vraiment pas bon, c'était pas top, mais ils me présentaient en disant il a 12 ans, c'est ses premières armes. Et donc je pense que la connexion à l'autre, essayer de comprendre l'autre, créer l'intérêt, ou plutôt emmener l'enfant à nourrir un intérêt ou un hobby, et puis construire la confiance, c'est peut-être les trois points, mais c'est difficile à faire. Je te confirme sur la base de mon expérience en tout cas. Mais écoute, merci beaucoup. Avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire où on peut te suivre, te trouver, te retrouver, si tu as des dates prochainement, voilà. Oui, je vais finir la tournée de mon spectacle Songe d'un illusionniste. Il y aura des dates en novembre et décembre, et le mieux, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des dates, donc sur Facebook, Rémi Larousse, ou sur LinkedIn ou sur Instagram. Je mets régulièrement à jour aussi sur YouTube des fois des vidéos sur le mentalisme et l'illusionnisme, et il y aura probablement en 2023 à Avignon, à Paris, et puis ensuite en tournée un nouveau spectacle qui est en cours de préparation. Donc c'est assez passionnant. Là, on réfléchit avec toute. On n'a pas le nom encore sur l'angle, mais comment? On n'a pas encore le nom. Non, ça va venir. C'est souvent à la fin, mais il faut, pour pouvoir le commercialiser, vendre des billets, avoir quand même un titre. Donc il serait temps que je le trouve, mais on va y arriver.
Et puis également, tu as écrit un livre il y a pas très longtemps. Oui, c'est un livre, je l'ai écrit, ça commence en 2019, je dois l'avoir ici, voilà, Oui. il s'appelle Je sais ce que vous pensez, c'est aux éditions Larousse, comme ça c'est très facile à retenir, et c'est un livre qui décrit justement, on en parlait, certains mécanismes psychologiques que j'utilise en tant que mentaliste, et à chaque fois il y a des QR codes qui renvoient à des expériences, des spectacles, des fois que j'ai fait ou des émissions télé pour illustrer en fait le propos. Ouais, écoute, c'est top. Vraiment, un immense merci pour ton temps, d'avoir partagé aussi librement également sur quelque chose qui est éminemment secret pourtant. Et puis, écoute, à tous nos auditeurs, je leur souhaite de mener leur vie sabre au clair. À bientôt, Rémi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Sabre au clair. N'oubliez pas de me laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Déjà, ça me rendrait super heureux. Mais en plus, vous contribuerez ainsi à rendre ce podcast plus visible, ce qui serait vraiment super cool. Je vous dis à très vite et en attendant, n'oubliez pas de mener votre vie sabre au clair.